Maintenant, vous allez rencontrer le voisin dont je vous parlais. Nous avons besoin de mon voisin d'à côté qui n'habite qu'à 80 km. Ne perdez pas le compte. Hollywood a toujours été un endroit où les lumières les plus brillantes cachent les vérités les plus sombres et peu de stars ont brillé plus fort qu'Elizabeth Taylor. Elle a vécu une vie baignée de diamants, de scandales et d'histoires d'amour légendaires. Mais derrière le glamour se cachait une femme qui portait des secrets susceptibles de briser la façade brillante de Tinseltown. Et lorsque la mort s'est approchée, Taylor a choisi de ne pas quitter ce monde sans se libérer de son fardeau. La vérité qu'elle a confessée sur Rock Hudson n'était pas qu'une simple histoire hollywoodienne, c'était le genre de révélation qui réécrivait tout ce que les fans pensaient savoir sur leur amitié et leur loyauté l'un envers l'autre. La fabrication d'une survivante d'Hollywood. Elizabeth Taylor est peut-être devenue l'une des femmes les plus en vue d'Hollywood, mais avant les diamants, les scandales et les histoires d'amour légendaires, elle était simplement Elizabeth Roseman Taylor. Une enfant née dans le privilège, la beauté et un monde déjà touché par l'art et l'influence. Elle est venue au monde le 27 février 1932 à Heathwood, l'élégante maison familiale nichée dans le quartier calme et verdoyant de Hampstead Garden, dans la banlieue nord-ouest de Londres. Dès le début, elle a porté deux identités, à la fois britannique et américaine, grâce à ses parents, Francis Len Taylor, un marchand d'art doté d'un œil vif, et Sarah Southern, une ancienne actrice de théâtre dont les racines à Arkansas City, Kansas, n'auraient pas pu se sentir plus loin de l'éclat de Londres. Les Taylor avaient traversé l'Atlantique en 1929, ouvrant une galerie d'art sur Bond Street. Leur cercle était tout sauf ordinaire. Elizabeth a grandi entourée de peintres comme Augustus John et Laura Knight et de personnalités politiques telles que le colonel Victor Casillet, qui est entré dans sa vie en tant que plus qu'un simple ami de la famille. Il est devenu son parrain officieux, façonnant sa vision du monde d'une manière qui persisterait longtemps après l'enfance. À la maison, les strictes croyances de la science chrétienne de sa mère ont donné le ton. Et Elizabeth a été inscrite à la Byron House School, un programme Montessori à Highgate, où ses premières leçons de discipline et d'individualité ont pris racine. Mais au moment où son monde commençait à prendre forme, la vie est arrivée. En 1939, les nuages d'jet d'orage au-dessus de l'Europe sont devenus trop sombres, et les Taylor ont pris une décision qui allait changer à jamais le destin d'Elizabeth. Joseph P. Kennedy, alors ambassadeur américain au Royaume-Uni, a exhorté Francis Taylor à ramener sa famille en Amérique avant le déclenchement de la guerre. Sarah n'a pas hésité. En avril de cette année-là, elle a embarqué sur le SS Manhattan avec Elizabeth et son frère Howard, faisant le long voyage vers les États-Unis et s'installant brièvement avec son père à Pasadena, en Californie. Francis est resté pour fermer la galerie de Londres, mais en décembre, il a également traversé l'Atlantique, réunissant la famille et ouvrant une nouvelle galerie à Los Angeles. À partir de ce moment, la vie des Taylor a commencé à prendre forme à Hollywood. Après un court séjour chez des amis à Pacific Palisades, ils ont déménagé à Beverly Hills, une adresse qui allait bientôt devenir synonyme d'opportunité et de tentation. Elizabeth et Howard se sont inscrits à la Hawthorne School, entrant dans une enfance américaine qui allait bientôt être interrompue par l'appel du grand écran. Et il n'a pas fallu longtemps avant que cet appel devienne impossible à ignorer. Bâtir un empire à l'écran. En Californie, les conversations sur la beauté extraordinaire d'Elizabeth Taylor ont commencé à circuler presque immédiatement. Tout le monde remarquait ses yeux, une nuance impossible de bleu qui semblait flirter avec le violet, bordé de doubles cils noirs nés d'une rare torsion génétique. Le monde voyait une fille, mais ceux qui regardaient de près voyaient une force. Sa mère Sarah a d'abord résisté à l'idée que sa fille entre dans l'éclat d'Hollywood, mais le déclenchement de la guerre en Europe avait fermé la porte au retour en Angleterre. Soudain, l'industrie cinématographique n'était pas qu'une opportunité. C'était un chemin vers la survie dans un nouveau monde, un moyen pour Elizabeth de s'ancrer dans la société américaine. La galerie de Francis Taylor à Beverly Hills avait déjà attiré des clients hollywoodiens soutenus par les éloges de la chroniqueuse mondaine Etta Hopper. Grâce à une combinaison de ses relations et du père d'un ami d'école,
La jeune Elizabeth s'est retrouvée à auditionner pour Universal Pictures et Metro-Goldwyn-Mayer au début de 1941. Les deux studios ont offert des contrats, mais Sarah a choisi Universal, lançant Elizabeth sur la première étape d'un voyage qui allait brouiller la frontière entre l'enfance et la légende. Avril 1941 a marqué le début de son contrat avec Universal, lui décrochant un petit rôle dans There's One Born Every Minute, mais Hollywood était rarement gentil avec ceux qui ne correspondaient pas au moule. Après 1 an, le contrat s'est terminé avec le studio, déclarant qu'Elizabeth n'avait rien, ses yeux sont trop vieux et elle n'a pas le visage d'un enfant. Contrairement à Shirley Temple ou Judy Garland, Elizabeth ne projetait pas l'innocence de poupée que les studios convoitaient. Rétrospectivement, elle a dit qu'elle devait effrayer les adultes simplement en étant elle-même, directe, non filtrée et sans peur. La fortune, cependant, a une façon de tourner en un clin d'œil. Fin 1942, le producteur de la MGM, Samuel Marks, une connaissance de la famille, a organisé un test pour Lassie Come Home, un film à la recherche d'un enfant avec un accent anglais. Cet essai s'est transformé en un contrat de 7 ans et bientôt, Elizabeth prenait de petits rôles non crédités dans Jane Eyre et The White Cliffs of Dover, perfectionnant son art pendant que le monde regardait tranquillement. À seulement 12 ans, Elizabeth a décroché son premier rôle principal dans National Velvet. Incarnant une fille déterminée à participer au Grand National, une compétition réservée aux hommes. C'était un rôle qui exigeait des compétences, du courage et une présence bien au-delà de son âge. MGM l'a forcée à chaque détail, insistant pour qu'elle porte des broches, perde 2 dents de lait et s'entraîne sans relâche à l'équitation. Il voulait changer ses cheveux, ses sourcils et même son nom en Virginia. Ses parents ont refusé une rare prise de position défiant un monde dominé par les studios. Lorsque le film est sorti en salle à Noël 1944, le public a été captivé. Les critiques ont loué sa grâce, sa beauté et sa présence indéniable à l'écran. National Velvet n'était pas qu'un simple début, c'était une déclaration, mais la célébrité a un prix. MGM l'a traité comme un produit vivant et respirant. Son enfance s'est terminée sous les feux des projecteurs du studio. Les journées étaient réglementées avec des cours et des tournages. Les soirées étaient consacrées à la danse, au chant et à la mémorisation des répliques. Suite au triomphe de National Velvet, MGM a renouvelé son contrat, la couvrant de $750 par semaine et la poussant vers d'autres projets, des rôles mineurs dans Courage of Lassie, des livres, des poupées épouses en papier et des livres de coloriage à son effigie. À 15 ans, MGM façonnait son image de jeune adolescente normale, en partie actrice, en partie fille américaine fabriquée, intensifiant les séances de photos et les campagnes de publicité, juxtaposant soigneusement son innocence et sa sophistication émergente. Ces années d'adolescence ont été un flou de films comme Cynthia, Life with Father et A Date with Judy. Chaque rôle la poussant un peu plus loin sur la corde raide entre enfant star et icône adulte émergente. Julia Misbehave a apporté un succès commercial tandis que Little Women l'a consacrée comme le véritable saphir d'Hollywood, faisant la couverture du Time comme la chef de file de la prochaine génération de stars. La transition vers les rôles d'adultes n'a pas été une mince affaire. À 16 ans, elle a filmé Conspirator, retardé jusqu'en 1950 en raison de son contenu politique sensible. Cette année-là, elle a épousé l'héritier de l'hôtel Conrad, Nicky Hilton Jr., lors d'un mariage orchestré pour la publicité, s'accordant parfaitement avec son rôle principal dans Father of the Bride 1950. Le triomphe au box-office du film n'a fait que cimenter la stratégie de MGM. La vie personnelle et l'image professionnelle d'Elizabeth étaient inséparables, un spectacle combiné pour la consommation publique. Sur le plan critique, elle a trouvé ses marques avec A Place in the Sun, un rôle qui exigeait un véritable jeu d'acteur et pas simplement d'être elle-même, choisie comme une mondaine gâtée qui prend un homme au piège dans un réseau de désirs et de tragédies. La performance d'Elizabeth a prouvé qu'elle pouvait incarner la complexité, la sensualité et la profondeur émotionnelle à parts égales. Les critiques ont salué sa transformation. Le public a pris note. Hollywood voyait enfin la femme derrière les yeux violets. Pourtant, MGM n'a jamais laissé Elizabeth Taylor oublier son emprise. Sa carrière était en plein essor, son visage faisant la couverture des magazines.
Pourtant, chaque choix personnel, divorcer de Conrad Hilton, épouser Michael Wilding, avoir un enfant, n'a fait que resserrer l'emprise des studios. Elle a été prêtée à Paramount pour Elephant Walk, choisie dans des drames historiques qu'elle méprisait et forcée de prolonger son contrat pour compenser son congé de maternité. Chaque triomphe, chaque sourire soigneusement posé et chaque image capturée sur film était orchestrée, polie et transformée en marchandise. Elizabeth Taylor n'était plus seulement une fille aux yeux extraordinaires, elle était devenue un joyau éblouissant sous le regard implacable d'Hollywood, tout en perfectionnant discrètement l'acier qui la porterait à travers les tempêtes à venir. Au milieu des années 1950, les marées de l'industrie cinématographique américaine étaient en train de changer. La télévision était en plein essor, les studios produisaient moins de films et la demande de qualité plutôt que de quantité ouvrait des portes à ceux qui étaient prêts à les saisir. Taylor était prête. Après un lobbying persistant, elle a obtenu le rôle principal dans Giant, un vaste drame sur la richesse, le pouvoir et la famille avec Rock Hudson et le regretté James Dean. Le tournage à Marfa, au Texas, a été épuisant. Le réalisateur George Stevens s'est heurté à elle à chaque tournant, tentant de briser sa volonté et de la mouler en quelque chose de plus malléable. La maladie a ralenti la production et la mort tragique de Dean quelques jours seulement après le tournage a laissé Taylor filmer des scènes de réaction tout en luttant contre le chagrin. Pourtant, lorsque Giant a été présenté en avant-première, ce fut un triomphe. Les critiques l'ont distinguée, Variety l'a saluée comme étant étonnamment intelligente et le Manchester Guardian l'a qualifiée de révélation étonnante de dons insoupçonnés. Même sans une nomination aux Oscars, Taylor était arrivée en tant qu'actrice sérieuse. Le sommet de sa carrière et la période la plus tumultueuse de sa vie sont arrivés avec La Chatte sur un toit brûlant. Fraîchement divorcée de Wilding et mariée au producteur Mike Todd, Taylor a été dévastée lorsque Todd est mort dans un accident d'avion seulement 2 semaines après le début du tournage. Pourtant, la pression du studio et la nécessité financière l'ont forcée à revenir sur le plateau après seulement 3 semaines. Elle a admis plus tard que, d'une certaine manière, elle était devenue Maggie, la chatte. Le jeu d'acteur est devenu le seul moyen de fonctionner au milieu du chagrin d'amour. Ajoutant de l'huile sur le feu, son aventure avec le chanteur Eddie Fisher, déjà marié à la bien-aimée Debbie Reynolds, l'a catapulté dans le scandale. Les médias l'ont qualifiée de briseuse de ménage et MGM, toujours calculatrice, a utilisé sa notoriété pour vendre le film, placardant son image dans une nuisette provocante sur les affiches. La Chatte a rapporté 10 millions de dollars aux États-Unis et la performance de Taylor a suscité des critiques élogieuses, lui valant des nominations aux Oscars et au BAFTA. Sa dernière obligation envers MGM, Butterfield 8, la mettait dans le rôle d'une call girl de la haute société. Taylor méprisait le rôle, mais le studio a compris que la perception du public rendrait impossible pour le public de séparer le personnage de l'actrice. Elle a négocié des conditions, filmant à New York, moulant Eddie Fisher de manière sympathique, et le pari a été payant. Butterfield 8 a été un succès, rapportant 18 millions de dollars de location dans le monde entier et a valu à Taylor son premier Oscar de la meilleure actrice, cimentant sa transformation d'enfant star en légende hollywoodienne. Au moment où elle est entrée sur le plateau de Cléopâtra, Taylor était plus qu'une star. Elle était une force de la nature. L'épopée historique tournée en somptueux Todd Howe et filmée à travers l'Angleterre et Rome a fait d'elle la première actrice à être payée 1 million de dollars pour un rôle avec 10% supplémentaire des recettes du film. Pourtant, la production était le chaos incarné. Des retards coûteux, des décors extravagants et une pneumonie presque mortelle qui a nécessité une trachéotomie ont menacé d'arrêter le tournage. Les changements de réalisateur, les changements de lieu et une liaison très médiatisée avec sa co-vedette Richard Burton ont fait les gros titres dans le monde entier. Cléopâtra est devenu le film le plus discuté de son époque, un phénomène au box-office. Pourtant, son coût record a presque mis 20th Century Fox en faillite. Les critiques ont été sévères, critiquant le poids et la voix de Taylor et la comparant défavorablement
à ces covedettes britanniques de formation classique. Taylor elle-même l'a plus tard qualifié de point bas de sa carrière, déplorant que le studio ait supprimé les scènes qui, selon elle, révélaient le véritable cœur de son personnage. Et pourtant, alors que les caméras tournaient et que le chaos tourbillonnait, la vie personnelle de Taylor écrivait déjà son propre conte dramatique. Un amour qui a brûlé fort et s'est écrasé violemment, célèbre pour ses romances tourbillonnantes, la vie amoureuse d'Elizabeth Taylor se lit comme une épopée hollywoodienne à part entière. 10 fiançailles, 8 mariages et un scandale la suivant comme une ombre. Elle n'avait que 18 ans lorsqu'elle a épousé l'héritier de l'hôtel Conrad Nicky Hilton Jr., qui deviendrait plus tard le grand-oncle de Paris Hilton. Leur romance a éclaté dans la lueur sensuelle d'une discothèque de Sunset Boulevard. Une étincelle qui s'est rapidement transformée en un spectacle hollywoodien flamboyant. MGM a orchestré le mariage comme un plateau de tournage, choisissant de jeunes actrices comme demoiselles d'honneur pour ajouter du glamour. Hilton, comme sa future grand-nièce, était connu pour ses manières de fêtard. Pourtant, il a tenté d'impressionner la starlette en abandonnant ses nuits sauvages. Mais l'illusion n'a pas duré. Avant même que le couple ne revienne de sa lune de miel de 14 semaines en Europe, le tempérament d'Hilton est devenu violent. Taylor a subi des abus si graves qu'ils ont causé une fausse couche et les rumeurs d'une liaison entre Hilton et sa belle-mère, Zaga Bor, ont ajouté la trahison au chagrin d'amour. Taylor s'est enfui, demandant le divorce en 1951 pour cruauté extrême. La tempête de son premier mariage a cédé la place au calme d'un second. Sur le plateau d'Ivanhoe, Taylor a rencontré l'acteur britannique Michael Wilding, de 20 ans son aîné, et a trouvé la stabilité tranquille qu'elle avait désirée. Ils se sont mariés à Caxton Hall, à Londres, ont eu 2 fils et ont partagé un mariage défini plus par la camaraderie que par la passion. Il a duré 5 ans, assez longtemps pour que Taylor avoue des années plus tard qu'elle était tombée amoureuse du calme, de la tranquillité et de la sécurité de l'amitié. Pour une femme qui avait survécu au chaos d'Hilton, c'était un rare avant-goût de normalité. Puis vint Mike Todd, l'homme souvent décrit comme son premier véritable amour. Le magnat hollywoodien a emballé Taylor avec des cadeaux dignes de la royauté, une peinture de Renoir, un manteau de vison et un bracelet en diamant. Pour son 25e anniversaire, dans une robe blanche à capuche, elle a descendu l'allée à Acapulco, au Mexique, son diamant de 29 carats, surnommé la patinoire, étincelant au soleil. Le bonheur a suivi rapidement avec la naissance de leur fille, Lisa. Taylor a écrit plus tard que sous les soins exubérants et adorateurs de Todd, son estime de soi et son sens de soi ont monté en flèche. Mais le conte de fées a été brutalement de courte durée. 1 an plus tard, Todd est mort dans un accident d'avion, la laissant veuve avec un bébé de 8 mois. Dans ce qui est devenu l'un des scandales les plus infâmes d'Hollywood, Taylor a rapidement épousé le chanteur Eddie Fisher, le témoin de Mike Todd et le mari de son ami proche Debbie Reynolds. Leur liaison, née d'un chagrin partagé, a rendu le public furieux. Taylor a été qualifiée de briseuse de ménage, fiseur, de traître. Pourtant, Taylor s'est accroché au diamant de Todd, acceptant un bracelet de fiançailles de Feather comme une délicate reconnaissance de son amour passé. Ils se sont mariés dans une synagogue de Las Vegas en 1959, mais leur union s'est effondrée lorsque la passion l'a attirée vers une covedette à laquelle elle ne pouvait pas résister. Cette covedette était Richard Burton et ce qui a suivi était cinématographique dans son intensité. Leur liaison sur le plateau de Cléopâtra était électrique, une collision de désir et de gloire que Joseph Manick a décrite comme étant enfermé dans une cage avec 2 tigres. Les paparazzi ont chroniqué chaque moment volé. Des yachts, des virées shopping nocturnes sur la Via Veneto à Rome et même le pape s'en est mêlé, condamnant leur romance comme une errance érotique et une insulte à la sainteté du mariage. Imperturbables, Taylor et Burton se sont mariés quelques jours après son divorce avec Feather.
Leur amour était aussi somptueux et volatile que leur image publique le suggérait, alimentée par l'alcool, l'infidélité et les cadeaux de diamants, y compris l'emblématique diamant Taylor Burton d'1 million de dollars. Bien que leur mariage de 10 ans se soit terminé par un divorce, ils se sont réunis au Botswana pour une deuxième cérémonie seulement pour se séparer à nouveau. Malgré tout, Taylor n'a jamais hésité dans son dévouement, admettant plus tard que Burton restait son grand amour. Après sa mort en 1984, elle a révélé une lettre qu'il lui avait envoyée, la suppliant de lui donner une autre chance. Un autre type de romance est arrivé avec John Warner, un futur sénateur qu'elle a rencontré lors d'un rendez-vous à l'aveugle pour un dîner de la reine Elisabeth II à l'ambassade britannique. Elle a été enchantée par son charme tout américain, rêvant d'une vie de ranch avec des chevaux sauvages sous le vaste ciel. La réalité, cependant, s'est imposée. La politique exigeait la conformité. Warner a insisté pour qu'elle vende son yacht, range ses diamants et se retire des projecteurs pour correspondre aux sensibilités des électeurs. La liberté glamour qu'aimait Taylor a été remplacée par la monotonie de la vie politique, déclenchant une dépression et approfondissant ses luttes contre l'alcool et les opiacés, la conduisant finalement en cure de désintoxication. Le dernier mariage de Taylor a défié toute attente. Larry Forensky, un ouvrier du bâtiment de 20 ans son cadet qu'elle a rencontré au Betty Ford Rehab Center, est devenu son 8e mari. Leur mariage était un pur spectacle hollywoodien. Michael Jackson leur a prêté le Neverland Ranch. Taylor portait une robe Valentino personnalisée à 2 millions de dollars. Et Forensky a troqué ses bottes de travail contre un smoking de créateur. La cérémonie a attiré des célébrités de tous les coins de l'industrie et le couple a vendu les photos à People, faisant don des recettes à Amphar, l'organisme de bienfaisance de lutte contre le sida cofondé par Taylor. Pourtant, la fantaisie étincelante n'a pas pu survivre à la vie réelle. Après 5 ans, le mariage a pris fin, laissant Taylor une fois de plus naviguer entre l'amour, la perte et les feux violents. Même si sa vie amoureuse s'est tordue et retournée comme un scénario hollywoodien, une autre connexion a perduré discrètement, une connexion qui n'a jamais été une question de statut ou de gros titres de tabloïd, solide comme le rock, le lien qui a défié Hollywood. En 1956, Giant est sorti en salle et est instantanément devenu une sensation, rapportant 7 fois son budget et décrochant 7 nominations aux Oscars, dont une victoire pour le meilleur réalisateur. Le film restera à jamais dans les mémoires comme le dernier travail de James Dean, bien qu'il n'ait jamais vu sa sortie, étant décédé tragiquement en septembre 1955. Mais au-delà des distinctions, Giant a réuni 2 légendes du jeu d'acteur, Elizabeth Taylor et Rock Hudson, sur le plateau de tournage à Marfa, au Texas, en 1955. Les deux se sont rencontrés et ont rapidement forgé un lien qui allait durer plus de 3 décennies. Hudson venait d'épouser Phyllis Gates, la secrétaire de son agent, une union destinée à cacher la vérité sur son foyer, une vérité connue des initiés, mais taboue dans le monde rigide d'Hollywood du milieu du siècle. Les nuits chaudes du Texas, les rues tranquilles résonnaient de rires, de murmures et du cliquetis des verres à margarita, alors que ces 2 stars découvraient une amitié qui transcendait les caméras et les projecteurs. Bien que tous 2 soient célèbres à leur manière, la profondeur de leur connexion est devenue quelque chose d'extraordinaire. Sur le plateau de Giant, Elizabeth et Rock sont devenus des confidents, partageant leur vulnérabilité dans un monde qui exigeait la perfection. Taylor s'est ouverte sur ses luttes postpartum et son chagrin d'amour, tandis que Hudson portait le poids d'un secret qui l'a hanté pendant des décennies. Le rock stoïque et travailleur a trouvé du réconfort dans la chaleur d'Elizabeth, sa passion et sa facilité avec les émotions. Des qualités qui lui ont permis de laisser tomber le masque qu'il avait porté toute sa vie. Leur maison, située de l'autre côté de la rue, près du lieu de tournage, sont devenues un refuge nocturne. Elizabeth se promenait et le couple passait des heures à rire, à converser et à faire des bêtises. Elle a raconté plus tard au biographe Mark Griffin « Ro me faisait rire. Nous passions la plupart du temps à rire, à bavarder et à faire les fous. Une nuit, la grêle était comme des balles de golf et nous courions dehors, nous faisant cogner sur la tête, préparant des martinis au chocolat. Leurs personnalités se complétaient parfaitement. La joie et l'enjouement d'Elizabeth ont adouci le stoïcisme de Rock.
tandis que son calme et sa constance ont ancré son énergie fougueuse. Ils étaient des compagnons au sens le plus vrai du terme, trouvant chacun chez l'autre une sorte de réconfort rare à Hollywood. Pourtant, leur histoire n'était pas sans chagrin d'amour. En 1984, Rock a reçu un diagnostic de sida, une ombre qui a marqué le chapitre final d'une amitié qui avait enduré la gloire, les secrets et l'examen impitoyable du monde qui les entourait. Après le diagnostic de Rock, c'est ce que Taylor a dit, qui choque encore les gens jusqu'à ce jour. Mais tandis que le monde se concentrait sur l'amitié et la perte, les batailles personnelles d'Elizabeth atteignaient discrètement un point d'ébullition, une tempête qui allait toucher tous les aspects de sa vie. La toxicomanie d'Elizabeth. En 1942, la vie d'Elizabeth Taylor était devenue une tempête qu'elle pouvait à peine supporter. Son mariage avec le sénateur John Warner se délitait et l'icône brillante et glamour du cinéma se retrouvait à sombrer sous le poids de la dépendance. Les pilules et l'alcool avaient envahi ses journées, les dossiers médicaux révélant des doses si extrêmes qu'un médecin les examinant a supposé qu'elle devait être morte. Entre 1983 et 1988, 3 de ces médecins ont rédigé un total de 1000 prescriptions pour 28 médicaments différents, allant des tranquillisants aux analgésiques. Sa consommation de drogue était devenue si grave que la femme de son fils l'a signalée anonymement pour surprescription, ce qui lui a fait prendre conscience à quel point les choses étaient dangereusement hors de contrôle. À un moment critique, Taylor a demandé à son fils Christopher de lui injecter le puissant opioïde synthétique de morale. Quand il l'a trouvée assise au bord de son lit, déjà altérée, tenant la seringue, elle lui a demandé de lui faire l'injection. Christopher a refusé, mais elle l'a regardé avec un mélange de déception et de résignation, a stabilisé sa main et s'est injectée elle-même. Sa consommation d'alcool s'aggravait depuis des années, alimentée en partie par ses mariages, en particulier l'union tumultueuse avec Richard Burton, dont l'alcoolisme était légendaire et éclipsait souvent ses luttes. L'alcool, écrit Brower, était le 3e partenaire de son mariage avec Burton et sa propre dépendance croissante était facile à négliger. Son passage en tant que femme de sénateur à Washington a apporté de nouvelles pressions, l'ennui, l'isolement et l'accumulation lente de poids et d'insatisfaction. Elle a raconté plus tard que ce mode de vie l'avait transformée en ivrogne et en droguée. En 1981, elle était divorcée et de retour à Los Angeles, mais sa dépendance aux pilules n'a fait que s'intensifier. Entourée d'assistants et de femmes de ménage qui traitaient ses excès comme normaux, elle a manipulé les médecins pour qu'ils lui donnent ce qu'elle voulait, quand elle le voulait. Elle a rationalisé les pilules comme étant légitimes parce qu'elles étaient prescrites, même si le problème continuait de s'aggraver. Les interventions sont finalement devenues inévitables. En 1983, un groupe d'amis et de membres de sa famille en a organisé une qu'il a envoyée au Betty Ford Center pour un séjour de 7 semaines. Elle a arrêté de boire, mais s'est accrochée aux pilules, refusant d'y renoncer complètement. Elle a plus tard restreint les appels téléphoniques après 21 heures, non pas parce qu'elle dormait, mais parce qu'elle était sous l'influence. À un moment donné, on lui a demandé de quitter la cure de désintoxication pour avoir refusé de coopérer. Et de nouveau, en 1988, après une deuxième intervention, elle est partie parce qu'elle ne suivait pas le programme. Au milieu du chaos, l'amour l'a trouvée dans un endroit improbable, la cure de désintoxication. Taylor a rencontré l'ouvrier du bâtiment Larry Forensky, de 20 ans son cadet, et l'a finalement épousé lors d'une cérémonie spectaculaire en 1991. Mais même ce mariage n'a pas été à l'abri des turbulences de sa vie. 5 ans plus tard, les pressions et les anciens schémas sont revenus et le couple s'est séparé. Pour le reste de sa vie, Taylor a combattu ses dépendances, naviguant sur la mince ligne entre le glamour et l'autodestruction. Elle n'a jamais complètement échappé à ses démons. Pourtant, elle a enduré, survivant à des décennies d'excès, de chagrin d'amour et d'examens publics, laissant derrière elle un héritage aussi éblouissant et compliqué que les bijoux qu'elle aimait. Avant sa mort, Elizabeth Taylor a confessé la vérité sur Rock Hudson. Avant la mort de Rock Hudson en 1985, Elizabeth Taylor portait une vérité que peu de gens à Hollywood osaient dire à haute voix. Elle avait toujours été au courant de Rock, un secret à une époque où le révéler pouvait détruire des carrières et inviter au danger.
En tant que son amie et confidente de longue date, elle comprenait les enjeux. Et lorsque Rock a reçu un diagnostic de sida, elle a fait face à la réalité dévastatrice de front, le soutenant discrètement tandis que le monde restait inconscient. En 1985, Rock est devenue l'une des premières grandes célébrités à révéler son diagnostic de sida, s'ouvrant à la spéculation, à l'examen et au jugement. Alors même qu'il voyageait à l'étranger à la recherche de traitements qui pourraient ralentir la progression de la maladie, Elizabeth est restée proche d'esprit. Lorsqu'il est revenu à Los Angeles le 30 juillet 1985, il a été transporté par hélicoptère au UCLA Medical Center, où il a passé environ 1 mois en soins intensifs. Elizabeth, sachant où il était, a travaillé avec son médecin pour le voir en privé, gardant la rencontre cachée des médias implacables. Elle s'inquiétait de son état fragile, ne sachant pas si le fait de le serrer dans ses bras ou de le toucher pouvait lui faire du mal. Pourtant, Rock a accueilli sa présence avec soulagement, reconnaissant un visage familier dans la tempête. Le poids de sa maladie a durement frappé Elizabeth. Elle avait passé sa vie entourée des amis qu'elle aimait et en qui elle avait confiance. Et soudain, les personnes qui lui tenaient le plus à cœur étaient ciblées, craintes et vilipendées. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse. En visitant Rock à l'hôpital, ils ont ri des moments plus légers, les martinis au chocolat, les après-midi à Marfa, au Texas, les nuits d'été insouciantes où la vie avait semblé simple. Même dans cette chambre d'hôpital austère, des éclairs de l'homme enjoué et dynamique qu'elle avait toujours connu ont fait surface. Mais la maladie avait fait des ravages. La dernière fois qu'elle l'a vu, il la reconnaissait à peine. Le lendemain même, la nouvelle qu'elle redoutait est arrivée. Rock Hudson était mort à 59 ans. Déterminée à l'honorer de la manière dont ils avaient partagé la joie, Elizabeth a organisé un hommage dans sa maison de Beverly Hills avec des mariachis et des margaritas, un clin d'œil enjoué aux après-midi qu'ils avaient passé à rire ensemble à Marfa. Sa mort a déclenché une mission qui allait définir le reste de sa vie. La même année, elle a cofondé la Foundation for AIDS Research, AMFAR, et en 1991, elle a créé la Elizabeth Taylor AIDS Foundation. Elle s'est consacrée aux soins, à la défense des droits et à la lutte contre la stigmatisation qui avait assombri l'épidémie, donnant une voix aux personnes vulnérables dans un monde qui les avait souvent ignorées. Elizabeth Taylor avait toujours été plus grande que nature, mais c'est son amour pour Rock Hudson et le courage qu'elle a trouvé en faisant face à la tragédie qui ont révélé sa force la plus profonde. Elle s'est avancée non seulement comme une icône hollywoodienne, mais aussi comme une protectrice et une diseuse de vérité, transformant le chagrin d'amour en objectif et montrant que la loyauté et l'amour pouvaient aller bien au-delà du grand écran. Quelles sont vos réflexions sur la relation entre Elizabeth Taylor et Rock Hudson ? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cliquez également sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran. Vous l'apprécierez.